Bonjour. Je vais vous faire un cours sur le knowledge management. Alors d'abord, je vous fais cette introduction et je vais d'abord vous expliquer un petit peu pourquoi un cours sur le knowledge management ou gestion des connaissances ou KM des fois. J'emploierai indifféremment les trois termes. Alors, la gestion des connaissances est un phénomène qui est apparu, on va dire, il y a à peine une vingtaine d'années dans le monde sur un constat qu'on pourrait appeler maintenant ce qu'on appelle l'économie de la connaissance, à savoir que les facteurs de croissance, les facteurs de productivité actuels sont basés essentiellement sur la connaissance, le savoir-faire des êtres humains qui réalisent des tâches dans les entreprises ou dans les organisations, voire dans des sociétés. Et que la grande valeur future, à la fois la valeur humaine et la valeur économique, est de la connaissance. Et donc, les entreprises, petit à petit, se sont aperçues qu'elles possédaient un patrimoine de connaissances qui leur était propre, qu'elles ont accumulé au cours de toute leur histoire, de tous les gens qui sont passés à l'intérieur de l'entreprise, et que ce patrimoine avait une valeur très très importante, une valeur de marché, une valeur pour la compétitivité, etc., etc., et qu'il était relativement urgent de gérer ce patrimoine. Alors, ce phénomène knowledge management est maintenant reconnu, on va dire, dans le monde entier. Il existe des nouvelles fonctions dans l'entreprise qu'on appelle, alors, disons que la fonction élevée, c'est le Chief Knowledge Officer, CKO, qui est un membre en général des comités de direction et donc qui participe à la stratégie de l'entreprise par la stratégie des connaissances. Des knowledge managers, qui sont des relais sur des éléments plus locaux, éventuellement des services, ou voire des régions, hein, comme dans des entreprises mondialisées. Il y a des knowledge managers par région du monde. Et puis d'autres fonctions, knowledge broker, etc., etc. Donc c'est une fonction qui commence à s'organiser, sur laquelle maintenant on recrute. Donc c'est une fonction qui commence à devenir importante au niveau industriel, au niveau économique. Alors au niveau académique, c'est aussi une discipline émergente. C'est une discipline émergente. Si on regarde le nombre sur Google, par exemple, le nombre de publications qui sont faites en knowledge management, on atteint des sommets et on voit une courbe extrêmement croissante depuis quelques années. Il existe à peu près 25 revues internationales sur ce sujet-là. Et en France, dirons-nous, eh bien, en France, les choses sont un petit peu différentes. Alors, dire qu'on a du retard, ça serait pas tout à fait vrai, mais on va dire que la gestion des connaissances n'est pas considérée comme dans certains pays, par exemple. Alors, au niveau industriel, alors là, je peux en parler puisque j'étais un petit peu acteur dans ce domaine. Au niveau industriel, j'ai fondé avec un certain nombre d'entreprises un club qui s'appelle le club gestion des connaissances, qui au bout de 15 ans maintenant, aujourd'hui on est en 2014, donc 15 ans d'existence, existe toujours et regroupe un certain nombre d'industriels, d'entreprises de toute taille et de toutes sortes pour réfléchir sur l'implémentation du KM à l'intérieur de ces entreprises. Alors ce club a été fondé en 1999 par 4 membres fondateurs, PSA, Peugeot, Citroën, Microsoft, Bull et Cofinoga. Donc vous voyez des entreprises très différentes. Et bon an, mal an, dans ce club qui se réunit régulièrement, qui produit, qui a des commissions de travail, il y a une trentaine d'entreprises, les grands comptes français, plus des PME de toute taille, tout domaine. Enfin, c'est quelque chose d'assez intéressant qui permet de suivre l'évolution du knowledge management en France. Au niveau académique, alors là aussi j'étais un petit peu acteur, puisqu'il y a 7 ans maintenant, j'ai fondé, enfin nous avons commencé à faire un congrès
un congrès académique pour essayer de regrouper les chercheurs qui étaient intéressés par cette problématique. Eh bien, ce congrès, finalement, continue. Il s'est vraiment développé. Le prochain congrès aura lieu en juin 2014 à Aix-en-Provence et c'est un grand succès. Ce congrès s'appelle GECSO, Gestion des connaissances dans la société et les organisations. Et il a donné lieu à une association, donc l'AGECSO, qui existe et qui gère ce congrès et qui vient d'être reconnue dernièrement, qui fait partie maintenant du collège scientifique de la Fédération nationale d'enseignement pour la gestion des entreprises, la FNEG. Et ce qui veut dire que maintenant, ça devient une discipline académique reconnue dans laquelle il y a des enseignements possibles, il y a des masters qui sont en train de se monter, il y a des recherches, des laboratoires spécialisés, des chercheurs spécialisés dans ce domaine, et toute une littérature francophone, et un petit peu francophone et surtout très international sur ce domaine. Donc, on peut dire que depuis une vingtaine d'années, c'est la date où j'ai à peu près commencé ce domaine-là, eh bien, le domaine a vraiment pris de l'ampleur et maintenant, il est absolument certain que c'est quelque chose qui va se pérenniser. Donc, il est important, je pense, pour les écoles et les universités de proposer des cours dans ce sens-là, puisque maintenant, il y a des postes dans les entreprises et il y a des recrutements dans ce domaine-là. Voilà, donc j'ai pensé que ce serait intéressant de présenter un cours d'introduction au KM dans ce cadre-là. Alors, avant de commencer le cours, je vais d'abord me présenter moi-même pour dire à peu près d'où je parle. Alors, comme vous pouvez le voir, je viens des sciences dures. J'ai un doctorat en mathématiques fondamentales. Je faisais des systèmes d'équations dérivées partielles dans des classes différenciables particulières qu'on appelait des classes de Gevrey, avec des méthodes de géométrie algébrique, donc des choses extrêmement fondamentales, extrêmement abstraites. Et puis, au fur et à mesure de mon évolution, eh bien, j'ai commencé à l'université d'Alger, puis après, pendant 2 ans. Ensuite, j'ai fait une quinzaine d'années à l'université de Bordeaux. Et à cette époque-là, le département de mathématiques auquel j'appartenais était lié au département informatique. Donc ça a expliqué un petit peu ma progression. Et je me suis intéressé à l'informatique, mais pas vraiment l'informatique de programmation, enfin les ordinateurs ou l'informatique théorique, mais à ce qu'on appelait l'intelligence artificielle à l'époque. Où l'objectif, c'était l'époque bénie qu'on a appelée celle des systèmes experts, où l'objectif était de remplacer l'intelligence humaine par de l'intelligence programmée sur des ordinateurs et de remplacer donc, comme son nom l'indique, des experts par des systèmes experts. Alors inutile de vous dire que ça n'a pas duré très longtemps, on s'est heurté très rapidement à des choses, comment dirais-je, complètement impossible, ce qu'on a appelé le bottleneck des systèmes experts, à savoir tout simplement on avait beau avoir des langages extrêmement sophistiqués, programmation logique, programmation fonctionnelle, programmation objet, des architectures informatiques extrêmement puissantes, des chips dédiés à l'intelligence artificielle, des architectures parallèles, etc. Eh bien, la grosse difficulté, c'était de mettre l'intelligence humaine dans un ordinateur, à savoir, je prenais un expert, et puis j'essayais de simuler son raisonnement sur l'ordinateur. Eh bien, là, on s'est aperçu, et maintenant c'est clair, on le sait théoriquement, que ce n'est pas possible. Donc, on ne peut pas, et finalement, ça rassure, on ne peut pas remplacer l'intelligence humaine par une intelligence équivalente pilotée par les ordinateurs. Donc l'intelligence artificielle, maintenant, c'est devenu beaucoup plus orienté vers la robotique, mais on a abandonné complètement cette histoire de, justement, mettre des connaissances dans l'ordinateur. Alors, à ce moment-là,
eh bien, j'ai un peu changé de métier. Je suis passé de l'université de Bordeaux à un organisme qui s'appelle le Commissariat à l'énergie atomique, qui maintenant s'appelle Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, le CEA, donc qui est un très gros organisme de recherche et développement dans les technologies nucléaires, mais bien d'autres technologies également. Et à cette époque-là, dans les années 90, il y avait un vrai problème, à savoir le CEA ayant été créé dans les années 50, eh bien, il y avait des mouvements très forts de départ de gens à la retraite, de grands projets qui s'arrêtaient, qui mutaient, puisqu'on était à une phase d'évolution technologique importante. Et le CEA s'était aperçu qu'il était en train de perdre beaucoup d'expertise. Et donc il y avait un risque de perte de connaissances important à l'intérieur de cet organisme. Et sachant que le CEA est ce qu'on appelle knowledge-based, c'est-à-dire qu'il est vraiment basé sur les connaissances, eh bien, il devait absolument conserver ces connaissances. Alors, il a été inscrit en 1994, donc c'est déjà assez lointain, et c'était les pionniers à l'époque, dans le plan stratégique du CEA, un petit paragraphe sur ce qu'ils appelaient la gestion de la connaissance en disant « Il est de notre devoir, pour des raisons X, Y, etc., il est de notre devoir de conserver, de préserver et de transmettre aux générations futures la connaissance qui a été accumulée au CEA pendant les 50 dernières années. » Et à ce moment-là, on m'a offert un poste en disant bah, avec tes techniques d'intelligence artificielle, de système expert, la partie informatique, on l'a beaucoup testé, ça ne nous intéresse pas. Par contre, la partie connaissance, ça nous intéresse énormément parce qu'on a ces problèmes de préservation de connaissances. Et c'est comme ça que j'ai commencé à monter un service qui s'appelait Service de gestion des connaissances. On ne parlait pas encore de knowledge management à l'époque. Dont l'objectif était justement de répondre aux besoins du CEA dans ces problèmes de préservation des expertises et des connaissances pointues qui étaient en train de disparaître. C'est là qu'on a mis en place les réflexions, les méthodes, on a fait de la recherche et développement sur ce domaine-là. Et au bout de 7 ans, donc j'étais parti avec un ingénieur et un doctorant. Au bout de 7 ans, il y avait un service de 25 personnes. On ne faisait pas exactement que de la gestion des connaissances, mais ce qui tournait autour de ça. Et une dizaine de thésards pour essayer comme c'était nouveau, essayer de découvrir les méthodes et les possibilités pour gérer cette connaissance. Alors, en l'an 2000, le service gestion des connaissances a été supprimé au CEA. Et quelques années plus tard, je me suis retrouvé à l'Institut Mines Télécom pour continuer mes recherches et mes applications dans ce domaine-là. Donc, j'ai pu continuer cette prospective et ces applications sur les méthodologies et les outils de la gestion des connaissances. Et donc, depuis un peu plus d'une dizaine d'années maintenant, je continue à travailler dans ce domaine-là. Donc, mon service de gestion de connaissances a été créé en 1997. L'orientation stratégique datait de 1994, donc vous voyez, c'est pas très très vieux. Et je pense qu'on était parmi les premiers en France, voire dans le monde, à créer ce genre de problématique en tant que telle, à gérer ce genre de problématique en tant que telle. Donc, ce qui explique un petit peu d'où je parle, hein, et comment j'ai été impliqué dans cette aventure. Alors, en fait, je suis quand même un scientifique. Vous voyez que j'ai beaucoup publié, une centaine d'articles, des livres. J'ai encadré j'en suis maintenant à ma trentaine, à une trentaine de thèses sur le thème de l'ingénierie de la gestion des connaissances. Donc, je vous ai parlé
du club gestion des connaissances que j'ai fondé en 99, la nouvelle association académique, la GEXO, qui existe depuis 7 ans maintenant. Je suis aussi expert pour l'ONU, essentiellement à l'AIEA, qui est l'Agence internationale de l'énergie atomique. Ça, c'est dû à mon passé au sein du CEA. Et donc, l'AIEA m'appelle régulièrement pour des missions dans le monde entier, et j'en parlerai d'ailleurs dans les études de cas sur la gestion des connaissances, dans le domaine nucléaire. J'en fais également, je continue d'ailleurs dans le domaine nucléaire, je continue à faire des projets avec le CEA, avec l'IRSN, etc., etc. Je suis aussi chercheur invité au Canada, au CEFRIO, depuis 2006. Et j'ai beaucoup travaillé avec le Québec sur l'implémentation des méthodes et des outils que je préconise pour la gestion des connaissances. Et en fait, par exemple, l'administration publique québécoise a retenu un petit peu cette démarche comme un standard maintenant à l'intérieur de la fonction publique. Et donc, c'est utilisé maintenant en standard, en courant, en mode courant. Alors, j'ai fait effectivement beaucoup de projets. Disons que dans ces domaines-là, qui sont un peu prospectifs, qui sont un peu nouveaux, il est important de se lier à la pratique. Donc j'ai fait un aller-retour constant entre la pratique auprès des entreprises et la théorie, jusqu'à revenir à mes premières amours qui sont les mathématiques. Vous le verrez dans les conférences que je vais vous donner. Et donc j'ai fait beaucoup de projets, alors en France, dans tous les domaines. Bien sûr, on est parti du nucléaire, mais après j'ai fait l'industrie automobile, j'ai fait beaucoup d'industries, la défense, des choses comme ça. Et puis la banque, la médecine, etc., etc. C'est un domaine passionnant, hein, où la connaissance humaine, on la retrouve partout, dans tous les domaines, même dans des organisations non gouvernementales ou dans des organisations internationales, donc la IEA. Je travaille actuellement avec l'UNESCO, par exemple. Et puis, j'ai fait beaucoup de missions dans différents pays. Donc, vous pouvez le voir en Algérie avec la compagnie pétrolière Sonatrach, au Québec, donc avec Hydro-Québec, l'administration publique du Canada, au Brésil, en Thaïlande, aux États-Unis, etc., etc. Donc, j'ai pu confronter tout ce que je vais vous dire. J'ai pu le confronter à la pratique et à différentes cultures dans les différents pays. Et donc je suis bien sûr convaincu que c'est un problème universel qui va devenir de plus en plus important et de plus en plus fondamental dans l'ensemble des pays. Voilà, donc j'ai terminé ma présentation.